La gare de Lyon, comment la trouvez-vous? La gare de Lyon, c'est un peu populaire. Oh, tout de même, nous aimerions bien avoir une gare de luxe qui ne ressemble pas à une gare de banlieue. La vie ensemble de Jacques Frémontier. La gare du rêve. Réalisation Marceau Ginesi. Je me sens pris d'une espèce de peur religieuse devant ce chemin que crève la locomotive et où court ma vie. Et moi, le fier, moi le brave, je me sens pâlir et je crois que je vais pleurer. Me voilà dans Paris. C'est ainsi que j'y entre. On demande Monsieur Eugène de Rastignac au contrôle. Monsieur Eugène de Rastignac est demandé au contrôle. Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional. Le teint blanc, des cheveux noirs. Il portait une vieille redingote, un mauvais gilet, un pantalon à l'avenant et des bottes ressemblées. Monsieur Eugène de Rastignac est demandé au contrôle. Il lança, sur cette ruche bourdonnante, un regard qui semblait par avance en pomper le miel, et dit ces mots grandioses. À nous deux maintenant. L'air de Paris le grisait. Il croyait entendre dans le roulement des voitures les voix de Macbeth qui lui criaient « Tu seras riche !» Moi ce que j'aime c'est le train. Moi j'aime l'amour au wagon-lit entre Nice et Sur la voie A, le train rapide 183, train bleu, départ 20h45, en wagon-lit première et seconde classe à destination. faire gentiment les choses sans se presser au rythme du train qui démarre. S'aventurer, puis enfin s'abandonner quand le train siffle dans le soir. Moi j'aime l'amour. Pardon madame, où allez-vous? Je m'en vais passer 2 mois dans ma propriété du Cap d'Antibes. Pourquoi ne prenez-vous pas l'avion? Oh, parce que j'en ai trop peur. Mais le train, c'est tellement plus confortable. Et on est si bien servi. C'est bien servi. On est aussi bien servi qu'autrefois? Autrefois? Mais je n'ai pas connu les trains d'autrefois. Mais le train bleu, ça n'a pas beaucoup changé depuis la belle époque. La gare de Lyon, comment la trouvez-vous? La gare de Lyon, c'est un peu populaire. Oh, tout de même, nous aimerions bien avoir une gare de luxe qui ne ressemble pas à une gare de banlieue. Le train 3230, arrivé à 7h10, est annoncé voie 5, avec un retard probable de 20 minutes. Nous vous prions de nous en excuser. Madame, monsieur, est-ce que je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui, quelques minutes, oui. Vous venez tous les matins par un train de banlieue à la gare de Lyon? Oui, tous les matins. Vous passez beaucoup de temps dans le train de banlieue? Ça dépend, 30-35 minutes. Matin et soir. Oui, et soir. Et ensuite, vous prenez le métro pour aller à votre travail? Oui, Ça vous fait combien de temps par jour dans les transports en commun? enfin 3/4 d'heure le matin et autant le soir évidemment. Où habitez-vous? À Boussy-Saint-Antoine, C'est à combien de kilomètres de Paris? à peu près une 20-25 km. Vous y avez toujours habité?
Et non. Avant, je viens de la Bretagne et je suis venue habiter le 17e. Et maintenant, j'habite à Boussy pour une raison. D'abord, les logements à Paris, c'est inabordable. Et voilà pourquoi la raison, je suis arrivée à Boussy, où les logements ils étaient beaucoup moins chers. Les trains de banlieue, ça vous donne satisfaction? Oh non, pas du tout alors. Parce qu'on est toujours serré, puis d'abord, il n'y a pas assez de place. Moi, on avait déjà essayé de demander de mettre des trains tous les 8 minutes à peu près au lieu de tous les quarts d'heure, mais évidemment, on n'a jamais rien eu. Le conseil d'administration de la SNCF prendra toute mesure de nature à réduire les charges de la société nationale, notamment par la transformation de ses modes d'exploitation ou la limitation, voire la suppression de certains de ses services, lorsque ces mesures sont justifiées par son intérêt commercial, avenant du 27 janvier 1971 à la Convention du 31 août 1938. Est-ce qu'il vous arrive, monsieur, de prendre un train le soir pour venir au spectacle à Paris? Non, très rarement. Parce que vous savez, le dernier train, c'est à 1h du matin, alors on risque de se faire coincer et dormir à la gare, quoi. Ça vous est déjà arrivé? Oui, 2-3 fois. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous savez, on dort là, et puis on attend le prochain train qui est vers 4h du matin. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je travaille, je suis électricien. Vous travaillez sur des chantiers? Oui, chantier, je travaille un peu partout, quoi, c'est le bâtiment. Et vous, madame, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis soudeuse. Dans quel genre d'entreprise? Enfin, dans les compagnies de PTT, centraux téléphoniques. Vous êtes professionnel ou OS? Oh non, je suis OS. Moi j'aime l'amour enfin qu'on lit entre Nice et Paris. C'est bon quand le train roule dans la nuit. L'amour enfin. Sur la voie A, le train rapide 183, train bleu, départ 20h45 en wagon libre. Monsieur, est-ce qu'il y a de nombreux porteurs dans la gare de Lyon? Nous sommes environ une trentaine à l'effectif actuellement. Est-ce que c'est suffisant pour assurer le service des clients? C'est suffisant à certains moments et à d'autres moments c'est nettement insuffisant. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de travail, nous sommes trop peu nombreux pour assurer un service correct. Est-ce que vous appartenez à la SNCF, vous les porteurs? Non. Nous faisons partie d'une société privée qui travaille pour la SNCF. Est-ce que ces sociétés versent certaines sommes à la SNCF pour obtenir ce droit de concession du service de portage? Il y a eu un temps où les sociétés de portage donnaient un certain nombre d'heures gratuites à la SNCF en échange de la concession. Actuellement, c'est fini, il n'y a plus assez de travail pour que les sociétés de portage puissent se permettre de payer à la SNCF le droit de travailler. Est-ce que c'est un bon système, n'importe comment, ce système de concession? Disons que pour la SNCF, ça lui évite évidemment d'envoyer d'avoir un certain nombre d'employés qui profiteront des avantages de la SNCF, c'est-à-dire retraite à 55 ans, salaire intégral en cas de maladie, etc. Donc la carte de circulation et autres. Ces avantages, vous ne les avez pas? Non, absolument pas, puisque nous faisons partie d'une société privée. Est-ce que vous souhaiteriez faire partie de la SNCF? Oui, évidemment. Quant aux opérations de nettoyage, elles sont du domaine de l'industrie privée qui utilise pour cela une main-d'œuvre non qualifiée dont le prix de revient est toujours inférieur à celui de nos personnels. Rapport de M. Guibert, directeur général, 1968, page 12. C'est la SNCF qui vous emploie? C'est pas la SNCF, tout à fait la SNCF. C'est l'ESP, on dit l'ESP. C'est une entreprise privée? Oh oui, Vous êtes de quelle nationalité, monsieur? algérien. Est-ce que votre entreprise utilise beaucoup de travailleurs étrangers? Oui.
Travaillez à quelle heure? On commence à 8 h jusqu'à 5 h. Mais c'est 5 h. 8 h du matin, 5 h du soir. Oui. Combien d'heures par semaine? On fait 46 heures par semaine. Vous êtes payé combien? 170 000 par mois. 7 francs de l'heure. Les dames qui nettoient les wagons à l'intérieur, elles sont algériennes aussi? Non. Il y a de toutes nationalités, quoi. Les Yougoslaviens, et puis les Portugais. Je viens de 1899-1900. C'est un bel exemple de l'architecture fin siècle. Oui, c'est un bel exemple d'architecture du 19e. Oui. Monsieur Bigresse, un chef de gare dans une gare comme la gare de Lyon, qu'est-ce que c'est? C'est un grand patron, c'est un chef d'entreprise, c'est le maître du temps? Je pense que vous faites allusion au maître du temps parce que nous sommes à côté des cadrans de la tour de l'horloge. Ça correspond du reste à un souci important pour un chef de gare qui est la régularité de la circulation. Parcourant la gare de Lyon, on a l'impression d'y rencontrer de plus en plus d'entreprises qui ne sont pas la SNCF, d'entreprises privées. Est-ce que c'est vrai? Oui, nous employons beaucoup d'entreprises privées dans la maison. Des entreprises de manutention pour les travaux de manutention, déchargement des colis, aménagement des oreillers et des couvertures dans les couchettes. Nous avons des entreprises qui travaillent à l'intérieur de la gare, comme les PTT, qui assurent beaucoup de transport par la voie ferrée. Nous avons des entreprises pour les services voyageurs, comme les wagons-lits. Et il est bien certain que si vous allez du côté marchandises, vous allez trouver beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises de groupage, qui travaillent à l'intérieur de nos emprises. Ce sont nos locataires et nous assurons pour elles leur transport de marchandises. Quel est l'intérêt de la SNCF de faire travailler des entreprises privées sur son propre territoire? L'intérêt, c'est d'avoir une certaine souplesse au point de vue utilisation du personnel. Et de toute façon, il y a des choses que nous ne pourrions pas assurer. Donc, on a besoin d'une aide de ces entreprises. Qu'entendez-vous par souplesse dans l'utilisation du personnel? Souplesse d'utilisation du personnel, car les règles d'utilisation du personnel de la SNCF sont relativement strictes, alors que les entreprises ont tout de même un peu plus de libéralité. Par exemple, au point de vue durée du travail, ou au point de vue aménagement des repos. Et puis, les entreprises font plus facilement face à des périodes de pointe que la SNCF elle-même, en ce qui concerne les fournitures de personnel. Qu'est-ce que c'est votre métier? C'est comme chef d'équipe ici, zoneur. Ça consiste en quoi? Ça consiste en faire la manutention. On zone les colis pour envoyer et l'expédier. Qu'est-ce que c'est votre nationalité? Comme tunisienne. Vous êtes à la SNCF ou vous êtes Non, à l'entreprise, Régnier. C'est pas la SNCF. C'est une entreprise ici. Pourquoi est-ce que c'est une entreprise? Je sais pas moi. Parce que quand je suis embauché, j'ai trouvé l'entreprise, alors je travaille avec l'entreprise. Ce qu'on arrive à mal comprendre, c'est que dans
une perspective où l'on essaie d'accroître la rentabilité de l'entreprise publique, on concède des activités rentables à des entreprises privées. On comprend mal la contradiction. On ne leur concède pas une exploitation complète, ce sont des prestataires de services, on leur demande simplement des fournitures de personnel. Mais ce ne sont pas eux qui interviennent en ce qui concerne les problèmes commerciaux, ce ne sont pas eux, c'est toujours le cheminot qui reçoit les colis, qui les enregistre, qui fait payer le client. Ce n'est pas l'entreprise qui fait ce travail-là, l'entreprise fait uniquement une prestation de service pour assurer la manutention des colis. La SNCF a sa propre filiale de messagerie. Et cependant, elle fait appel aux services de groupeurs qui assurent également des services de messagerie. Où est son intérêt en la matière? Le CERNAM est en concurrence avec les groupeurs qui assurent le transport par voie ferrée. Effectivement, le CERNAM est en concurrence avec nos clients des chantiers de Bercy qui sont installés sur notre terrain et qui assurent leur transport par voie ferrée. C'est exactement le même problème que les transports de voyageurs et les transports de voyageurs par route. Vous avez une concurrence qui existe. Et elle existe là pour le transport des colis. Le groupeur est par essence même un transporteur de colis, comme le CERNAM. Messieurs, vous êtes des chefs de service d'une entreprise de groupage. Un groupeur, à quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Un groupeur est un prestataire de service qui consiste à rassembler de la marchandise en provenance de différents expéditeurs destinés à un même lieu. Bon, vous êtes une entreprise privée, il y a un service public qui est la SNCF, on peut se demander à la limite pourquoi la SNCF ne fait pas ce travail elle-même. Dans le temps, la SNCF faisait ce travail elle-même et depuis quelques années, elle l'a confié à une de ses filiales qui s'appelle le CERNAM. Pourquoi est-ce que la SNCF éprouve-t-elle le besoin de se concurrencer elle-même, c'est-à-dire de donner du travail à des concurrents du CERNAM? Écoutez, c'est surtout au pouvoir public qu'il faut demander ça, et non pas à nous. Je crois, c'est assez difficile de vous répondre sur ce point. Vous n'ignorez pas que la SNCF a eu quelques difficultés. C'est certainement pour essayer de surmonter ces difficultés qu'ils ont créé ce nouveau service. C'est un service bénéficiaire? Le CERNAM, si nous en croyons la presse, oui. Et votre propre entreprise est-elle bénéficiaire? Nous travaillons pour l'être. Vous travaillez? Nous travaillons pour l'être bénéficiaire. Bien sûr, mais l'êtes-vous? Oui. Vous êtes ici sur un territoire SNCF. Cette gare appartient à la SNCF. Ouais. Est-ce que vous payez une redevance à la SNCF pour occuper ce Oui, territoire? nous payons une redevance à la SNCF sous forme d'un tonnage que nous devons lui fournir. Et si vous ne fournissez pas ce tonnage, vous devez payer une redevance. Nous sommes donc pénalisés, nous payons un loyer. Vous avez un embranchement privé ici. Oui. Est-ce que cet embranchement privé implique que vous ayez des tarifs préférentiels de la part de la SNCF? Est-ce que la SNCF vous paie? La SNCF a toujours fait des tarifs préférentiels pour les groupeurs. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'un double avantage qui est d'une part la concession d'une gare et d'autre part des tarifs préférentiels. Tarif particulier pour embranchement particulier. Tarif particulier pour wagon complet. Tarif particulier pour wagon particulier. Tarif particulier pour train complet. Monsieur Sanchez, est-ce que votre personnel bénéficie des mêmes avantages que le personnel de la SNCF? Les mêmes avantages que le personnel de la SNCF, je ne peux pas vous répondre car je ne sais pas de quels avantages ils bénéficient. Mais chez nous, nous avons beaucoup d'avantages sociaux. Vous savez qu'à la SNCF, parmi les avantages majeurs, il y a bien évidemment la stabilité de l'emploi. Il y a aussi un âge de la retraite qui est plus précoce que pour l'ensemble des salariés français. Alors pour l'âge de la retraite, nous avons la retraite normale comme tous les salariés des entreprises privées, bien sûr. Quant à la stabilité de l'emploi, il n'y a aucun problème. Nous sommes, comme vous l'a dit M. Rochette, une entreprise prospère. Et de ce fait, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Est-ce que vous utilisez beaucoup d'immigrés? Oui. Un pourcentage qui est relativement élevé. Ce qui est une différence avec la SNCF.
La SNCF est une société nationalisée, nous sommes une société privée et de ce fait, nous pouvons faire appel à tout le personnel. Vous nous avez répété après M. Rochette que votre entreprise était prospère. La SNCF, elle, ne l'est pas ou ne l'a pas toujours été. Pourquoi, dans ces conditions, concède-t-elle des services qui sont bénéficiaires? C'est une question qui est très difficile à répondre. Je peux vous répondre de ce qui est notre problème, je ne peux pas répondre du problème de la SNCF. Monsieur? Pardon monsieur, je ne viens pas vous acheter un billet, je voudrais vous poser 2 ou 3 questions. Oui, entrez, faites le tour. Merci. Depuis combien de temps est-ce que vous faites ce métier de guichetier? 3 ans que je travaille à la SNCF. Et quel âge avez-vous? 21 ans. Comment est-ce qu'on devient guichetier? Oh ben tout simplement, j'ai répondu à une annonce inscrite sur le journal et on m'a convoqué pour venir ici. Je me suis retrouvé au guichet 8 jours après avoir reçu ma convocation. Vous avez reçu une formation professionnelle? Non, aucune. Aucune. On m'a mis au guichet, un peu à l'étude, à observer les collègues, et puis après on m'a mis tout seul. Mais il y a des machines à manipuler, c'est automatique. Est-ce que ça s'apprend facilement, la manipulation de ces machines? Assez facilement, oui. On apprend quand même rapidement même. Est-ce qu'il vous arrive de commettre des erreurs? Ah oui, beaucoup, et surtout des erreurs d'argent rendant aux clients. Et ces erreurs-là, c'est nous qui les remboursons à la fin du trimestre. Ça peut atteindre des sommes de quelle importance? 100 francs, voire 200 francs, même ça arrive à certains collègues, des erreurs de 200 francs à sortir à la fin du trimestre. Sur une paye qui n'est pas tellement énorme, ça fait beaucoup. Hein. Quelle est-elle, votre paye? De l'ordre de 1100 francs. 1100 francs et on a une prime de 150 francs, 160 francs de prime par mois. Quels sont vos horaires? Oh bah, nous avons les 3-8, ce sont des horaires vraiment irréguliers. On travaille, nous avons des nuits également. Comme aujourd'hui, je fais 13-21 et demain, j'embauche à 6 heures. Alors avec les transports parisiens, bah, ça ne me fait pas grand-chose à dormir. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Comment êtes-vous logé? Je suis logé par une société, autre que la SNCF, à Saint-Michel-sur-Orge. Ça vous coûte cher? 700 francs par mois, en F3. Comment vous en tirez-vous avec un salaire qui dépasse à peine 1100 francs et un loyer de 700 francs? Ben, on ne sort pas. Hein. Qu'une sortie, on n'a pas à la maison, ben, on achète le minimum, ce dont on a besoin, c'est tout. Il ne faut rien faire d'autre pour s'en sortir. Est-ce que vous avez l'espoir d'une amélioration de carrière? Quel est votre avenir à la SNCF? Oh, je pense aucune. Hein. Ou alors monter d'une échelle tous les 10 ans, mais on sera vite arrivé à la retraite et on n'aura pas grand-chose de plus que j'ai actuellement. Hein. Là, il n'y a aucun avenir, je pense. Vous ne passerez pas des examens pour obtenir une promotion? Il faut pouvoir aussi. Maintenant, on pouvait faire des écoles, maintenant ils nous suppriment les écoles, ça nous travailler seul. Alors, c'est vraiment difficile à travailler seul pour passer des examens. Surtout avec le travail en plus qu'on a ici. Est-ce qu'il y a de vos camarades qui ont obtenu une promotion en passant des examens? Oui, certains, mais ils sont rares, ceux-là. Qu'est-ce que vous aviez reçu comme formation scolaire au départ? Le BEPC seulement, et une année d'études en technique. C'est tout. Est-ce que vous pouviez espérer plus avec cette formation scolaire? Ben, je pensais pouvoir travailler et autres après, mais là, absolument impossible, je pense. Quel était votre rêve lorsque vous étiez au CES? Ben, j'ai suivi des études pour devenir ingénieur. J'étais obligé d'arrêter pour une situation familiale, alors maintenant, hein, c'est vraiment difficile à s'en sortir ici.
Quel travail faites-vous ici? De la réservation de places et parfois des billets. En quoi consiste le service alors ici? Réserver des places pour le client, les places aller, les places retour et les billets dans certaines conditions. On ne peut pas délivrer tous les billets pour l'instant. C'est un nouveau service? Oui, c'est tout récent. L'installation de la RESA, ça date du mois d'octobre pour nous, Sud-Est et pour le Sud-Ouest. Et les autres gares étaient depuis le mois de mars. En quoi consiste la nouveauté alors? Disons qu'on évite aux clients de faire plusieurs fois la queue dans divers guichets. Ils ont les places aller-retour au même guichet, au billet. Alors c'est un avantage pour le client. Tout se fait sur ordinateur? Absolument. Et comment ça marchait avant alors? Par téléphone. On téléphonait en centrale qui nous donnait les places. Et pour le retour, on était obligé de téléphoner en province. C'est pour ça qu'on demandait les 48 heures ou 24 heures de délai. Combien y avait-il d'employés qui travaillaient autrefois dans le service de la réservation téléphonique? Au service location, il devait bien y avoir dans les 35 employés, plus notre bureau qui était en contact avec les agences où les agences de voyage demandaient leur place. Il devait y avoir aussi une quarantaine de personnes au moins. Il faisait au total environ 75 employés. Il y a à peu près. Le 837, Sabine, qu'on appelle quoi? Le pire. Et ici, à la réservation électronique, combien y en a-t-il? Une trentaine quand même. Et que sont devenus les autres? Ah, c'est un très grave problème. Beaucoup d'auxiliaires ont été licenciés, d'autres ont été reclassés au créneau, c'est-à-dire au passage de la vérification des billets, avec des horaires impossibles, ou commençant à 5h du matin, ou finissant à 1h le soir. Pour certaines personnes, la plupart c'est des femmes, ça posait un problème. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être ici? J'étais également au guichet, on travaillait, on faisait renseignement et location tout à la fois. Parce que maintenant on ne fait que la location exclusivement. Est-ce que vous avez reçu une formation professionnelle pour venir ici, travailler sur un ordinateur? La plupart d'entre nous, on a fait 15 jours de stage, de théorie et un petit peu de pratique. Et puis la pratique, on l'a prise nous-mêmes sur le terminal, au fur et à mesure. Est-ce que vous avez l'impression de posséder une qualification professionnelle maintenant? Oui et non. Elle peut vous servir ailleurs? Est-ce que vous pouvez travailler sur ordinateur dans une autre entreprise si vous arrivez à un problème ici? En agence de voyage peut-être, je pense, oui. Dans une autre entreprise, pas forcément, parce que c'est un peu à part notre système. Les agences de voyage ont aussi des terminaux d'ordinateur? Pas toutes, les grandes agences, oui, pas les petites agences. Elles téléphonent à une centrale qui coupe toutes les demandes. Et ces terminaux d'ordinateur sont mis à leur disposition par qui alors? Les agences les louent à la SNCF. La SNCF leur donne des terminaux d'ordinateur? Oui, en location. Est-ce que le billet coûte plus cher en agence qu'à la SNCF? Non, c'est la même chose, mais la SNCF donne 6% à l'agence pour tout billet vendu. Alors le service des agences coûte de l'argent à la SNCF? En quelque sorte, oui. Est-ce que ça a été une promotion pour vous? Non, aucune. Point de vue promotion, ça ne nous a rien apporté. Est-ce que vous avez été augmenté? Quel est votre salaire aujourd'hui? On n'a pas été augmenté. Le salaire le plus bas doit être environ de 1300 francs. Et une personne qui a même 20 ans de carrière n'arrive pas aux 2000 francs par mois. Alors vous voyez, c'est assez dérisoire. Est-ce que vous avez des perspectives de carrière? Est-ce que vous avez des perspectives de promotion maintenant? Pas du tout, du tout. C'est bouché.
Monsieur l'évêque, vous êtes arrivé en gare de Paris-Lyon à 13h40. D'où veniez-vous? Je viens de Dijonville. Vous avez commencé votre journée à quelle heure? J'ai commencé ma journée, c'était 10h53. Et est-ce que vous avez fini votre journée maintenant? Ah mais non, j'ai encore pas terminé. Lorsque j'aurai remisé la machine, il faut que j'aille au dépôt de Villeneuve-Saint-Georges chercher notre train pour finir vers les 17h, je crois. Vous avez des journées de quelle durée alors? Ah ben, elles sont assez longues, ça varie de l'ordre de 7h, 7h et quelques. Vous habitez à quel endroit? Moi, j'habite en banlieue, à Maison-Alfort. Combien de temps restez-vous éloigné de chez vous lorsque vous conduisez votre machine? Ah, on est chez nous à peu près un jour sur deux. On est parti peut-être, je sais pas, 24 heures souvent, hors de la maison. Et quand vous ne couchez pas chez vous, où couchez-vous? On couche dans les foyers qui nous sont réservés à cet effet. Et souvent, ces foyers, ils sont à proximité mal placés, à proximité de voies ferrées ou de routes, des trucs comme ça. Alors, le repos n'est pas toujours pris dans des conditions valables. Vous êtes seul à bord. Est-ce que c'est une situation normale pour un conducteur de machine? Mais non, il vaudrait mieux qu'il y ait un deuxième agent. Et puis de plus en plus, il a tendance à être supprimé. Il est remplacé par la VA, si vous voulez. C'est une sécurité supplémentaire, mais c'est tout. Il est remplacé par quoi, dites-vous? Par la VA, la veille automatique. Ça consiste en quoi? Ben, c'est un dispositif, il a pour but de se mettre en action, c'est-à-dire de couper la traction électrique et de mettre le freinage en urgence lors de la défaillance du conducteur, par exemple. Alors, comment le manipulez-vous? Il faut le maintenir pendant environ 1 minute. Si au bout d'1 minute vous ne réagissez pas, vous avez une sonnerie qui retentit. À ce moment-là, il faut intervenir, le réarmer, ce qu'on appelle. Et sinon, ben, la sonnerie continue, puis le train freine et s'arrête. Vous devez le réarmer tous les combien de temps? Il faut le réarmer à peu près toutes les minutes environ. Toutes les minutes, il faut faire un mouvement. Et ceci sans arrêt de Dijon à Paris? Sans arrêt sur le parcours, oui. Oui. Est-ce que c'est un système qui est un bon système? C'est une sécurité supplémentaire, c'est tout, mais ça ne peut pas remplacer un deuxième agent, c'est pas possible. Parce que bien souvent, en ligne, ou pour les arrêts ou pour les incidents éventuels, le deuxième agent, il est là, il vous aide, lui. Tandis que la Wagman, on ne peut pas compter dessus. Notre politique d'effectifs a été sévère toutes ces dernières années. Elle est nécessitée par le maintien de la compétitivité du chemin de fer face à des concurrents dont la productivité s'améliore rapidement et constamment. Monsieur l'évêque, cela fait longtemps que vous travaillez à la SNCF? Je suis rentré à la SNCF au mois de juin 1956. Ça fait 19 ans. Ça a beaucoup changé pendant ces 19 années? Oui, on a eu des améliorations, ça a changé, c'est sûr. Mais il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Ça viendra peut-être. Vous êtes loin de la retraite, monsieur l'évêque? 8 ans encore, à faire encore, à passer les nuits, puis des dimanches, tout ça. Quand vous dresserez le bilan, vous serez satisfait de ces années passées? Oui, je suis content métier? parce que je crois que j'en referai pareil. Oui, c'est.
C'est votre dernier jour à la SNCF comme cheminot. Depuis combien de temps étiez-vous à la SNCF? 32 ans et 3 mois. Et 31 ans et 6 mois. Comment avez-vous débuté? Comme ajusteur en 1942, du temps de l'occupation allemande. Ouais, moi aussi je suis rentré fin 43 comme ajusteur. Et vous êtes devenu conducteur à quelle époque? Ah bah c'est à quelle année qu'il y a Moi j'étais élève en 1900. J'ai commencé sur les machines en 1943 à la vapeur. Ouais. Ensuite, on a continué jusqu'en 1950, alors l'électrification du réseau sud-est. J'étais élève en 1951, conducteur en 1955. Ça a été un grand changement pour vous, l'abandon de la vapeur? Oui, un grand changement. Oui. C'était 100% de différence. Ah oui. Le jour et la nuit. Vous avez regretté? Oui, on a regretté. La vie d'équipe. La vie d'équipe, c'est ça. Qui apprend l'efficacité de la vie d'équipe. On était toujours à deux. Et on était toujours les deux mêmes, tandis que maintenant, il y a un gars de La Roche qui est avec un Parisien, ou il y a un Lyonnais avec on est tout seul. On est tout seul maintenant, souvent, on est tout seul. On a quand même gardé un peu cette époque de la vapeur, que les jeunes qui arrivent, eux, ils sont tout de suite dans l'attraction moderne. Alors ils ne peuvent pas avoir le même esprit que nous. Il me semble que ça soit la SNCF et puis les jeunes conducteurs qui viennent, ils subissent l'évolution du modernisme, ça, il n'y a rien à faire. Quel âge avez-vous? 50 ans. Ouais, 50 ans et 2 mois. Quel effet ça fait de prendre sa retraite si jeune? C'est-à-dire que... Pour l'instant, on n'y pense pas trop, vous voyez, on est dans le feu de l'action, là. Mais avoir une vie de famille, déjà, la retraite, c'est prendre une vie de famille, déjà. C'est ça qui va déjà compter, ça. Je crois que ça va compter beaucoup pour nous de retrouver une vie de normale, famille normale. Elle est correcte, votre retraite? Combien allez-vous gagner? Oh, elle est correcte. Ah, elle est correcte. Ah, on n'est jamais correct. Elle est correcte. Correct. Juste, au plus juste du mot, correct. Parce qu'on a droit, quoi. Et quand vous regardez en arrière sur ces 30 années de rail et ces 30 années de SNCF, qu'est-ce que vous en pensez? On a fait un bon métier quand même. Voilà. Je crois qu'on a fait un bon métier. On ne le regrette pas toujours. Non, on ne le regrette pas. Je ne regrette pas. Ça sera recommencé. Ah oui, je crois que ça serait recommencé. Je crois que je recommencerai. Que je me lève à 3h30 et je prends le banlieue de 4h06 pour que je vienne ici à Paris, qui amène nous ici à Conflans pour que je commence le travail à 5h. C'est un peu dangereux, voilà. Je peux te le dire, c'est dangereux. Si tu fais pas attention, il faut faire la sécurité, comme on dit. Ce que nous vous avons vu faire ici, c'est quoi? C'est l'enrayage, voilà. L'enrayage avec le sabot. Ça sert à quoi? Pour enrayer les wagons, que ça cogne pas. Parce que si ça cogne, ils vont torpiller le gars qui fait l'enrayage. Parce qu'après, ça se casse des matériels là-dessus. Oui, il y en a des appareils spéciaux qui enregistrent le choc. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait un sabot qui enraye les wagons, que ça ne se croche pas entre eux. L'endroit où vous êtes logé, c'est comment? On est logé bien dans un foyer de la SNCF. Un foyer de célibataire? Oui, célibataire, oui. Et vous pouvez recevoir chez vous, dans votre chambre, quand vous voulez, qui vous voulez? Ah non. On n'est pas libre pour ça. Pour la famille, oui, c'est autorisé qu'ils viennent me voir, mais pour autre chose, je ne peux pas vous dire.
c'est... Tout le monde y comprend ça. Pour la question d'une fille qui monte avec moi, c'est interdit pour moi. Vous avez envie de revenir au Maroc un jour ou vous voulez rester en France? Je pense pas de rester toute ma vie ici en France. Parce que c'est pas mon pays, de toute façon. Ça viendra un jour que je retourne chez moi. Définitivement, c'est ça. Il y a des Français qui font le travail que vous faites d'enrayeur? Ah non, que des Marocains qui font maintenant l'enrayage. Partout. Pourquoi, d'après vous? Tous les Français qui ont été avec nous à l'enrayage, il y en a qui sont partis à l'armée, il y en a qui sont passés comme brigadiers, comme guilleurs des postes, comme que je connais beaucoup de Français quand j'étais arrivé, ils sont avec moi au travail. Comment ça se passe, les relations entre les Marocains et les Français ici à la SNCF? Les relations, je peux pas vous dire des choses qui juste parce qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais partout. Partout, il y en a des bons, il y a des mauvais. Un Français, il te parle, il te dit, bon, devant toi, il rigole devant toi, il te dit des choses, oh, tu es bien et tout ça, mais après, derrière toi, c'est sûr, il parle sur toi. Voilà. Certainement, on est des étrangers, c'est pour ça. C'est un problème? C'est difficile d'être étranger ici? C'est difficile. C'est difficile. Et est-ce qu'il y a des Marocains qui sont chefs? Ah non. Ça, non. Ah non. Ça arrivera jamais, ça. Ça arrivera jamais, ça. Monsieur Bigresse, et l'avenir du train en France, comment le voyez-vous? L'avenir du train en France, on le voit sous un avenir assez riant, puisque la crise de l'énergie a tout de même permis de reconnaître le bien fondé des gens qui ont défendu le chemin de fer depuis de nombreuses années, malgré les nombreuses attaques qu'il a pu subir. Et il est bien certain qu'on est un moyen énorme de transport de masse, au meilleur compte pour la nation, puisque en principe nous consommons 7 à 8 fois moins d'énergie que nos concurrents. Comment se présente la position du rail face à la route dans cette concurrence traditionnelle qui les oppose? C'est une concurrence effectivement traditionnelle qui remonte aux années 1920-25 à peu près, avec une différence énorme en ce qui concerne le rail, puisque le rail est en même temps un service public avec des obligations de service public. Et il est bien certain qu'il est facile aux concurrents routiers d'écrémer les meilleurs trafics et de laisser la part la plus mauvaise au rail. La principale des causes actuelles du déficit ferroviaire est l'aggravation de la concurrence routière. Elle est due à une politique libérale des pouvoirs publics qui ont multiplié largement les autorisations de transport. Rapport de M. Guibert, directeur général de la SNCF au cadre supérieur, 1968, page 4. Il n'y a pas de doute que le rail a très certainement été en état d'infériorité pendant un certain temps. Ça tient peut-être aussi à l'importance des investissements qu'on a accordés au rail, qui n'ont peut-être pas été suffisants, bien que les efforts qui ont été faits par ma maison, par la SNCF, sont des efforts quand même énormes, puisque évidemment ils touchent la France entière. Et les efforts qui sont faits actuellement sont en amélioration, on a l'impression très nette sur ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Il faut souligner le retard anormal que présentent les investissements de la SNCF par rapport à ceux des autres modes de transport, comme par rapport à ceux des réseaux étrangers. Conférence de presse de M.
Guibert, directeur général de la SNCF, au cadre supérieur de la Société nationale, 1973, page 11. Vous avez l'impression que l'État a systématiquement favorisé la route pendant des années ? Écoutez, c'est une impression, je crois que vous questionnerez n'importe quel cheminot, à peu près tous les cheminots, on sera unanime à le reconnaître, mais c'est peut-être une impression de cheminot. Pourquoi l'aurait-il favorisé ? Ben, il était normal de faire des efforts pour la route, compte tenu que tout de même c'est quelque chose de très important dans l'économie du pays. On construit des camions en France, on construit des voitures. On avait des possibilités d'avoir du pétrole à bon compte. Maintenant, évidemment, le pétrole est plus cher. Mais il est bien certain que l'importance de la route, le cheminot la comprend et il ne la nie pas. Là où le cheminot s'insurge, c'est les différences de traitement. C'est-à-dire, c'est le fait qu'on permet à la route des choses qu'on ne permet pas au chemin de fer. Le chemin de fer est le seul mode de transport à respecter strictement une réglementation couvrant de nombreux domaines: sécurité, conditions de travail, obligation de transporter, respect des tarifs publics, comptabilité, etc. Il est loin d'en être de même pour les transports routiers. Rapport de M. Guibert, directeur général de la SNCF, au cadre supérieur de la Société, 1968, page 5. L'autre qui me bride là-bas. François Martinez, qu'est-ce que c'est le travail que vous faites là, sous la rame du train ? Là, je suis en train de rechercher les éventuelles avaries de sécurité qui ont pu survenir en cours de parcours. Ça fait partie de mon travail, évidemment. François Martinez, ça fait 13 ans que vous faites ce métier. Est-ce que vous avez vu les choses beaucoup changer pendant ces 13 ans ? Oui, il est certain qu'il y a eu une évolution, du moins du point de vue effectif. Hein. Nous étions plus de 300 000 lorsque je suis rentré au chemin de fer. Nous sommes à peu près aujourd'hui 270 000, donc vous faites le compte. Hein. En ce qui concerne ma profession, il y a 4 ans que je suis sur les fosses de Paris-Lavage. Nous étions donc 6 visiteurs par train. Hein. Nous tournons aujourd'hui à 5 théoriquement, et très souvent à 4. Hein. Donc il est certain que le travail est d'autant plus pénible, hein, car on nous demande le même travail. Hein. Nous avons une vigilance permanente étant donné que nous assurons la sécurité des rames. Hein. Donc à 4, nous sommes pratiquement obligés de faire le travail de 6 agents, et il est certain que c'est une dégradation de notre filière. La politique générale de la SNCF consiste désormais souvent à confier un certain nombre de tâches considérées comme non rentables au secteur privé. Est-ce que c'est le cas en ce qui concerne la révision des rames ? Pour l'instant, tout ce qui est petite révision, entretien courant, c'est toujours le chemin de fer. En ce qui concerne les grosses réparations et les grosses, ce qu'on appelle une RG, c'est-à-dire une révision générale, c'est à 80% fait par le privé actuellement. Sous réserve de conserver dans nos ateliers un volant de travail minimal, nous avons intérêt à confier la plupart des opérations moyennes et majeures des matériels remorqués à l'industrie privée. Rapport de M. Guibert, directeur général, 1968, page 12. Il est certain que ça a supprimé pas mal de très grands ateliers qui faisaient donc tous ces travaux de très grande envergure
pas mal de grands ateliers ont été fermés suite à ces mesures. Pour quelle raison, d'après vous, la SNCF pratique-t-elle cette politique? Je crois que c'est une politique... la politique actuelle du chemin de fer est une politique de rentabilité, hein, et je crois qu'ils ont tout axé là-dessus. C'est ni plus ni moins une question de rentabilité pour eux.